Bonjour, bonsoir à tous. Donc je suis Louis Ginès, le directeur des lieux. Je suis enchanté de vous recevoir et je vous adresse mes meilleurs vœux pour cette année 2023 qui va être passionnante puisqu'elle est vraiment dans le brouillard. Il y a beaucoup d'interrogations, beaucoup de questionnements. On ne sait pas combien on va payer l'électricité, on ne sait pas combien on va payer la baguette de pain. Et c'est étonnant parce que finalement, ça fait 20 ans qu'on était dans des situations où on avait quand même une certaine visibilité dans les mois qui venaient. Et là en tout cas, moi, je n'ai pas cette visibilité. Je ne sais pas si vous, vous l'avez. Euh, des signes nous montrent que ça se calme un petit peu, mais on ne sait jamais, ça peut reprendre, puisque de toute façon, c'est venu d'un seul coup, d'une certaine manière, sans qu'on l'ait vu venir. Alors, je suis très heureux qu'on puisse commencer cette année justement pour parler de l'actualité. L'actualité et de voir quels sont les débats qui vont être à notre portée. Et dans cette année 2023, l'établissement qui est dans ces murs, la Cité de l'économie, va aussi vous proposer de nombreux rendez-vous. Donc je vous invite d'une part à vous munir de ce petit guide rouge qui vous présente la programmation culturelle jusqu'au mois d'avril, qui se finalisera au mois d'avril avec un festival de 3 jours qu'on a appelé Écocotier, c'est la transition énergétique, hein, c'est l'été avant l'heure. Et dans ce festival, eh bien, il va y avoir une bonne vingtaine de rendez-vous. Donc, n'hésitez pas à en regarder le programme pour vous faire votre programmation personnelle. Il y aura même une petite soirée DJ7, donc un petit peu de musique. Ça permet d'avoir un moment très sympathique. Au-delà de ça, on va avoir aussi des programmations pas de côté avec du spectacle. Il y a déjà 2 ans, on a produit une pièce de théâtre qui s'appelle Les surfeurs de l'économie, qui porte sur l'histoire de la pensée économique. Et cette année, ça va être la saison 2, où le sujet principal portera autour de l'histoire de la finance. Donc les premières représentations, je crois que c'est au mois de mars, du côté scolaire, je crois, et après, il y aura des représentations pour le grand public à partir du mois d'avril, notamment au moment du festival Écocotier. Il y aura aussi des projections documentaires, notamment, et des expositions. Donc vous avez déjà certainement parcouru le parcours principal de l'exposition permanente, sur lequel on va apporter des petites touches petit à petit, et puis il y aura certainement des renouvellements qui apparaîtront d'ici 3 ans environ. Mais de temps en temps, on se donne l'envie de faire des points de focalisation ou des pas de côté pour vous présenter des choses différentes. Et ça se passe sous les toits, puisqu'on a un espace qui permet d'avoir cette présentation. Et mi-février, le 16 février, on va avoir une exposition atelier enrichie finalement sur la transition énergétique. Alors, on est en plein dans le sujet et on avait eu le nez fin puisque ces choses-là, ça se prépare un petit peu en avance. Hein, c'est un sujet qu'on a choisi il y a 1 an et demi. Et l'objet, ça va être notamment de pouvoir se questionner, se réfléchir sur les externalités de chaque production d'électricité. C'est-à-dire que quand vous prenez le charbon, le nucléaire, l'éolien, le solaire, chacun a des potentialités, mais chacun a aussi des externalités qui entraînent des pollutions particulières, court terme, long terme, etc. Et donc, le mix énergétique est difficile à évaluer, à calculer. Et l'idée, justement, c'est de se positionner en tant que décideur. Et ben moi, si j'étais décideur, qu'est-ce que je choisirais? Et vous voyez que ce n'est pas simple d'être décideur. Donc ça sera à partir du 16 février, et donc pour le grand public, essentiellement à partir du 18, puisque le 18, ce sont les vacances qui commencent. On aura une expo photo qui sera inscrite dans le parcours permanent sur des externalités négatives. Alors c'est inspiré, et c'est fait aussi par le même photographe reporter, qui s'appelle Samuel Birendorf, et notamment son travail a été exposé dans Le Monde, le journal, et il a parcouru la planète pour voir des lieux qui ont été fortement exposés par des pollutions industrielles. Et donc on en fait une présentation
d'une expo photo qui durera de février à la fin du mois d'avril. Au début du mois de mai, je n'ai pas exactement la date, mais on sera certainement vers la mi-mai, on aura aussi une autre expo photo pour rendre hommage à tout le travail fait par l'abbé Pierre, avec son travail sur l'insertion, sur le logement social, la solidarité. D'ailleurs, j'ai cru comprendre qu'il va y avoir un biopic au cinéma qui va sortir cette année sur ce personnage. Donc c'est le moment de faire un travail de mémoire. Et enfin, à la fin de l'année, alors là, c'est un pas de côté peut-être, mais pas tant que ça. Et je pense que ça va être pour tout le monde, puisqu'on est en train de produire nous-mêmes une exposition autour d'Astérix et l'économie. Donc je vois déjà quelques sourires, mais dans Astérix, il y a déjà au moins 2 ouvrages qui parlent directement d'économie, c'est Obélix et compagnie, où Obélix devient entrepreneur de menhir. Et à la suite de la volonté de Rome de faire en sorte que le marché soit sous tension, eh bien, il y a énormément d'argent qui arrive dans le village des Gaulois, et donc la société gauloise est complètement bouleversée. Donc il y a ce sujet-là, il y a le domaine des dieux, où on parle de la construction d'une ville nouvelle juste à côté du village aussi. Mais si vous regardez avec un œil d'économiste l'œuvre complète de la trentaine d'albums d'Astérix Obélix, eh bien, vous verrez beaucoup de sujets qui apparaissent, comme le commerce, comme les routes, comme les villes, le pain et les jeux aussi, l'accès à des ressources. Et c'est un moyen extrêmement intéressant finalement, puisque Astérix, c'est pas comme ça que ça se passait dans la vraie vie, hein, sous Rome. C'est un miroir de notre vie à nous, finalement, surtout des années 70 et des années 80. Et finalement, c'est une façon de se regarder et de comprendre le fonctionnement de nos sociétés. Et donc, on aura cette exposition certainement vers la fin du mois d'octobre, début du mois de novembre. Et donc là, c'est pour tout public, et donc pour permettre de découvrir des premiers pas en économie, mais en même temps de tirer des fils qui permettent de comprendre que notre société est organisée autour des relations d'échange, de partage, et donc l'économie est au cœur. Voilà, je renouvelle mes vœux. J'espère que cette année vous sera d'une grande satisfaction, et je laisse donc la parole à notre panel pour parler de cette actualité économique. Je vous remercie. Merci beaucoup. Nathalie et Christian, vous pouvez venir vous installer. Nathalie va s'installer au centre et Christian à sa gauche. Merci, monsieur le directeur. Merci, cher Philippe. Bonsoir à toutes et à tous. Tous mes voeux pour cette nouvelle année qui s'attend, et encore une fois, et qui va être, on le sait, riche en événements, et on va défricher tout cela. Rapidement, un mot de l'AGEF, l'Association des journalistes économiques et financiers. C'est l'une des plus anciennes associations de journalistes en France. Nous avons environ 150 adhérents, donc tous membres journalistes de la presse économique, financière ou des médias mainstream. Et l'objectif, c'est de créer le lien, en fait, de mettre en relation les décideurs économiques, qu'ils soient politiques ou chefs d'entreprise, avec les journalistes pour alimenter le débat avec, en fond de décor, toujours cette volonté de faire de la pédagogie et je dirais, donner des informations, des débats clairs, de donner des clés, de vous donner des clés pour comprendre la situation complexe. C'est vrai que les crises ont eu cette vertu de créer une appétence dans le public, chez les citoyennes et les citoyens, de mieux comprendre les faits économiques et sociaux. Et le rôle des journalistes, eh bien, c'est justement d'apporter l'information la plus fiable possible, recoupée, toujours vérifiée 3 fois avant d'être diffusée, ce qui nous éloigne évidemment des réseaux sociaux, dont je ne parlerai pas ce soir, mais enfin avec les fake news, etc. Le travail des journalistes, encore une fois, est très, très important. Donc très heureux, en tout cas,
participer, d'animer ce deuxième décryptage éco, Citéco AGEF. Il y en aura d'autres, bien sûr. Et là, ce soir, nous allons parler des perspectives, donc 2023, en fait, après 3 années chahutées, hein, le Covid, l'Ukraine, l'inflation, à quelle sauce va-t-on être mangé? Et puis surtout, en termes prospectifs, comment on peut s'en sortir? Quelles sont les solutions? Alors, je vous présente nos 2 invités. Nathalie Chussot, économiste, professeure à l'Université de Lille, membre de la chaire développement démographique, développement économique de l'Institut Louis Bachelier. Nathalie, vous êtes spécialiste des questions d'emploi, d'inégalité, je ne vais pas tout citer, je ne peux pas être exhaustif, il y en a beaucoup, des sujets intergénérationnels. Et puis, vous êtes l'auteur, entre autres, d'une note très courue, très prisée pour le Cercle des économistes, qui s'intitule « Remettre l'éducation et la formation au cœur du débat ». Et puis Christian de Boissieu, vice-président du Cercle des économistes, professeur d'économie à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous avez présidé, Christian, le Conseil d'analyse économique et puis vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier en date, Le patriotisme économique a-t-il un sens aujourd'hui? La mondialisation en question, c'est un ouvrage collectif aux éditions Maxima. Alors, comme je le disais, donc, je suis très heureux, au titre de la GEF, de participer à ces débats, de créer ces débats avec vous. Ce sont des soirées débats interactives. Nous l'avons voulu clairement avec les équipes de Citéco, que je ne citerai pas, mais que je remercie pour leur implication, les équipes de Philippe Gineste, qui ont préparé avec nous ces débats et vous donnent l'occasion de participer. Donc, nous consacrerons une vingtaine de minutes à la fin à vos questions. Alors, je vais vous donner chacun 5 petites minutes, mais vraiment 5 minutes, pas plus, de propos liminaires pour camper le décor de notre conversation. Et après, on va entrer dans le détail. Nathalie Chussot, on commence avec vous. Je pense que le micro est branché. Si ce n'est pas le cas, ça va l'être. Allons-y. Merci. Et merci pour l'invitation à ce débat. Alors très rapidement, on a commencé à planter le décor en introduction. Et effectivement, la tâche n'est pas facile puisqu'on va nous demander si, en quelque sorte, on est capable de prédire un petit peu ce qui va se passer. Je vais juste dresser rapidement le tableau. On a eu 2 chocs successifs extrêmement importants et imprévisibles. Le premier, la pandémie de la Covid, qui était évidemment imprévu et qui a eu des conséquences dramatiques d'un point de vue économique assez inédites, puisque voilà, on a stoppé toute production et toute activité. Et puis, la guerre en Ukraine qui a entraîné la flambée des prix de l'énergie, et on va y revenir avec des conséquences sur une augmentation, une inflation extrêmement importante. Et donc, on est dans ce contexte-là, donc difficile de faire des prévisions, mais on va essayer de s'y atteler. Et à cela, on peut ajouter 3 grandes transitions que connaissent nos économies développées. La première, c'est la transition démographique, c'est-à-dire le vieillissement démographique, c'est-à-dire que nous allons, c'est plutôt une bonne nouvelle, vivre plus longtemps. Simplement, nous allons passer à peu près un tiers de notre vie à la retraite, et que ça va avoir évidemment des conséquences sur un certain nombre de choses, dont le financement de la protection sociale, les retraites et la santé, sur lesquelles on va probablement revenir. La deuxième transition, c'est la transition numérique, la révolution numérique qui est déjà en marche et dont on sait qu'elle va avoir des conséquences importantes sur la transformation des métiers ou des tâches associées à des métiers. On a à peu près 10% des métiers qui vont être profondément impactés par la transition numérique, et donc ça se prépare. Et puis on a une transition énergétique qui va aussi, il va falloir qu'on s'y adapte, on va avoir des nouveaux métiers, et donc on a 3 grandes transitions. Et donc la question qu'on peut se poser, c'est comment nos économies peuvent s'adapter à ces 3 transitions dans le contexte que l'on connaît actuellement. Et évidemment, vous ne serez pas surpris au regard de l'introduction qui a été faite ou de ma présentation qui a été faite par Emmanuel, c'est que je pense qu'il y a un sujet clé pour tenter de répondre à ces 3 transitions, c'est la formation à la fois initiale et tout au long de la vie, et donc la question de l'éducation. Merci pour cette entrée en matière, Nathalie Chussot. Je sais que la formation est un sujet vraiment au cœur de beaucoup d'entre vous ce soir. On aura l'occasion d'y revenir. Alors, Christian de Boissieu, même exercice. Après Nathalie, donc, quel est votre regard général, je dirais en 5 petites minutes, du sujet qui est le nôtre ce soir? Bien, bonsoir à tous et bonne année.
dans un contexte qui va être compliqué. Alors, je ne vais peut-être pas parler de formation à ce stade-là. Alors, visiblement, le micro n'est pas ouvert. C'est pas parce que j'en parle pas que c'est pas important à mes yeux. Hein, je veux dire, je vais développer 2-3 thèmes, et ce que je ne traite pas, je ne le néglige pas, on aura l'occasion d'y revenir. Moi, je suis prof avant tout, et je crois à la formation et à l'éducation. Première idée, c'est quand même peut-être la première fois que nous traversons, quand je dis nous, c'est au plan mondial, une telle conjonction de crises systémiques. Je pense à la crise financière qui a commencé en 2007-2008 et qui s'est continuée un peu après. Bon, durant ces années-là, il n'y avait pas 36 crises qui se retrouvaient. Bon, là, on a un mélange de crises exogènes et de crises endogènes. Les crises exogènes, c'est celles, tu disais, imprévisibles, sur lesquelles on n'a pas prise, en tout cas, et qui tombent un peu du ciel. C'est le Covid qui n'est pas fini et qui peut rebondir avec ce qui se passe en Chine, on y reviendra. C'est la guerre en Ukraine, en tout cas que je n'ai pas prévu, mais je pense que je suis en bonne compagnie de ne pas l'avoir prévu. C'est la crise climatique que tu as évoquée. La crise climatique est plutôt endogène, les 2 premières sont exogènes. Mais qu'elles soient exogènes ou endogènes, dans tous les cas, elles font système. C'est ma première remarque. Je pense que cette conjonction accentue les problèmes et accentue les difficultés de la prévision. Bon, la deuxième remarque que je voudrais faire pour introduire notre débat, c'est que il faut prendre un peu de recul, alors pas un grand recul historique, mais l'année 2020 a été une année de récession, de recul de l'activité, j'allais dire au plan mondial, pratiquement tous les pays ont reculé, sauf la Chine, mais qui a reculé, mais qui n'a pas connu de croissance négative en 2020. Et cette récession a été probablement la plus importante quantitativement depuis 1950. Quand vous êtes au fond de la piscine, ce n'est pas imprévisible de rebondir. Donc pour moi, 2021-2022, la croissance que nous avons eue, qui a été plus forte en 2021 qu'en 2022, c'est essentiellement une croissance de rattrapage. Et le problème de 2023, c'est que même si les conséquences de tout ça sont encore là, ce que j'appelle l'effet de rattrapage est pour l'essentiel derrière nous. Et donc, la mer se retire, et c'est là où on va, au fond, les économies en 2023 vont retrouver, pour certaines, ce que j'appelle leur fonds de croissance, qui n'est pas terrible. On va y revenir en détail, ça. Non, mais c'est quand même, c'est quand même très important. C'est pour moi la perspective qui fait que la seule certitude que j'ai aujourd'hui, c'est que cet effet de rattrapage, même si les conséquences du Covid sont encore pour partie là, l'effet de rattrapage est derrière nous. Donc, il faut compter sur des forces qui sont état des lieux. Si la France fait une croissance cette année… Dis pas tout maintenant. Non, dis pas tout maintenant. Mais t'en fais pas, il restera des trucs à dire. Oh oui. Je ne suis pas inquiet. Bon, et troisième point, vous souhaitez aborder troisième point? Non, mais tu me bouscules, donc je reste là pour l'instant. Ça a du bon quelque part. Merci, merci Christian. Alors, question commune en fait pour lancer le débat à tous les deux. On a entendu beaucoup de choses de la part d'observateurs, d'économistes, d'analystes, de politiques, de syndicalistes en disant là on passe dans un nouveau monde. Bon. Alors le terme est un peu valise, mais concrètement la question c'est est-ce que 2023, puisque c'est notre sujet ce soir, sera une année de rupture vraiment totale et classique par rapport aux dernières années que nous venons de vivre? Nathalie Chusseau. Alors, je ne le pense pas, malheureusement. Je pense que nous allons rester dans la continuité de 2022, en tout cas pour ce qui est du début de l'année. On va revenir précisément sur les prévisions qui sont faites, sur la question de la croissance, de l'inflation, mais je ne vois pas de rupture majeure ou de changement majeur. En revanche, je pense que
on peut remonter, pour reprendre l'image de Christian, hein, on est dans le fond de la piscine et remonter de manière active en agissant sur un certain nombre de leviers, et donc de leviers de politique économique. Et on peut le faire ou pas. Et on peut prendre les bonnes orientations ou les moins bonnes orientations. Mais je ne vois pas de rupture majeure avec, malheureusement, ce que nous avons connu c'est l'année dernière, avec toutes les incertitudes géopolitiques notamment qui demeurent, et y compris sur la Covid. C'est pas très rassurant finalement, parce qu'on aimerait bien une rupture. Je suis désolée, je ne vois pas de lumière particulière pour qu'on soit... On sera sur le même trend, Christian de Boissieu, même opinion? Du point de vue qualitatif, je ne vais pas donner de chiffres, puisqu'ils sont pour tout à l'heure, si on en donne... Ce qui me frappe, alors c'est pas une rupture, c'est plutôt une continuité. On vit dans un monde où il n'y a plus de locomotive pour tirer l'économie mondiale. Alors ça va être le cas en 2023, mais c'est pas nouveau. Il y a un autre sujet, mais qui rejoint un peu ta question et que j'aurais dû évoquer dans ma première intervention. Il y a quelque chose qui me frappe dans les débats aujourd'hui, c'est que on voit un écart entre, je dirais, la micro et la macroéconomie. Et la difficulté, c'est de l'interpréter. Je veux dire, moi, quand je suis en débat, ça m'arrive, comme tout le monde, d'être en débat avec des chefs d'entreprise, ils sont souvent plus optimistes que les économistes eux-mêmes. Alors, tu me diras, il y a chefs d'entreprise et chefs d'entreprise. Si on discute avec les boulangers, avec la PME du coin de la rue qui a des problèmes de financement, de PGE qu'elle n'arrive pas à rembourser, etc., elles ne sont pas très optimistes. Mais je raisonne en moyenne. En moyenne, il y a cet écart, c'est-à-dire que les femmes et hommes d'entreprise sont moins pessimistes aujourd'hui quand ils regardent 2023 que la plupart des économistes. Je dis la plupart des économistes. Et donc, c'est vrai que ce n'est pas l'image qu'on en ressent à travers les médias aujourd'hui. Hein. À part quelques études qui vont dans ce sens, notamment ce matin, je crois, le Parisien qui donnait la dernière enquête de Manpower, qui disait les carnets de commandes sont pleins et on cherche à recruter. Donc, c'est un grand paradoxe. C'est ce que je dis. Et ce n'est pas forcément le sentiment qu'on ressent aujourd'hui dans l'opinion. Et puis, je pense que les périodes de crise augmentent la dispersion des situations individuelles, augmentent les inégalités, à la fois entre les ménages, mais aussi entre les entreprises. Et ça veut dire que le raisonnement en moyenne, il est encore moins valable que d'habitude dans ce genre de période. Alors, on a parlé d'énergie, on va y revenir bien sûr, parce qu'on vit dans un monde de ressources de plus en plus rares et de plus en plus chères. Et puis, il y a surtout la première question autour de l'inflation et son corollaire qui est le pouvoir d'achat. L'inflation, est-ce qu'elle est partie pour durer, Nathalie Chusseau, en France ? Alors, la bonne nouvelle, c'est que l'inflation, l'INSEE vient de publier ses derniers chiffres, a baissé comparativement à novembre. Voilà, c'est revenu. On était à 6,2%, on est tombé à moins de 6%. Là, on est à 5,9%. Donc, et ce qui est en dessous des prévisions que nous avions a priori pour la fin de l'année. Donc, c'est plutôt bien. On est nettement en dessous de la plupart des pays européens. Hein, on est à peu près en moyenne à 10% d'inflation dans la zone euro. On fait nettement mieux que nos amis anglais qui sont à peu près 11%. Donc, je dirais que c'est plutôt une bonne nouvelle. La moins bonne nouvelle, c'est que probablement qu'on s'attend à une augmentation de cette inflation, là, dans les 2 prochains mois ou durant le premier trimestre qui vient. Pour différentes raisons. La première raison, c'est que vous le savez que cette inflation, on a fait mieux que nos voisins européens parce que on a un gouvernement qui a mis en place des mesures d'aide et en particulier un bouclier tarifaire qui a réduit l'augmentation des prix de l'énergie et que ce bouclier tarifaire va être maintenu, mais que les prix vont quand même augmenter. On est passé de 4%, on va passer à 15%.
D'accord ? Donc, ça veut dire que déjà, on va voir à nouveau cette inflation rapidement. Et puis, la deuxième raison pour laquelle on s'attend à avoir une inflation qui augmente, c'est que, et ça peut être une bonne nouvelle, on y reviendra sans doute avec Christian, c'est que la Chine voilà, se remet à revivre, si on peut dire, à sortir de cette crise du Covid, que ça peut avoir des impacts positifs parce que vous savez que la Chine produit énormément de biens intermédiaires et donc c'est bien parce qu'on avait des problèmes d'approvisionnement. La moins bonne nouvelle, c'est que la production va repartir et donc la demande d'énergie va repartir et donc probablement on s'attend à une augmentation des prix de l'énergie. Donc probablement dans le premier trimestre, les 2 mois ou 3 mois qui viennent, on s'attend à une augmentation à nouveau de cette inflation. Vous partagez ce point de vue, Christian de Boissieu. Quel est le niveau acceptable d'inflation? Parce que l'inflation, ce n'est pas une maladie honteuse, c'est même pas une maladie du tout d'ailleurs. Il faut un minimum d'inflation. La BCE, la Banque Centrale Européenne, dit qu'il faut que ça tourne autour de 2%. Bon, pour que les entreprises puissent payer correctement leurs salariés. Bon, d'abord, elle était trop basse. Avant le début de la pandémie, début 2020, et pendant des années, elle était trop basse. Il y avait une dimension japonaise dans nos situations européennes. Le Japon est un pays dans lequel l'inflation est trop basse depuis 15 ou 20 ans, et ils essayent de reflatter l'économie. Donc, bon, là, on est passé très vite d'une inflation trop basse à une inflation trop haute. Il me semble que derrière le débat que vous avez amorcé l'un et l'autre, il y a 2 ou 3 questions. La première, c'est est-ce que l'écart entre l'inflation en France et l'inflation européenne va se réduire? Ma réponse est oui. Parce que, pour les raisons qu'évoquait Nathalie, mais on a eu le quoi qu'il en coûte sanitaire, auquel s'est ajouté le quoi qu'il en coûte que j'appelle ukrainien, pour essayer d'accommoder, de réduire un peu les conséquences de ce qui se passe en Ukraine sur les prix de l'énergie et les prix alimentaires. Le choc sur les prix alimentaires, moi, me paraît encore plus important. Là, l'inflation est à 2 chiffres, carrément. Oui, 12%. Et puis, il y a des dimensions géopolitiques dans les rapports Nord-Sud. Aller un peu en Afrique et parler par les heures de l'évolution des prix alimentaires, c'est plus important pour eux que les prix énergétiques, y compris même pour les pays africains qui ne produisent pas de pétrole ou de gaz. Bon, donc, moi, je pense qu'avec le quoi qu'il en coûte, depuis quelques jours, il est plus ciblé sur les populations fragiles, il est moins général, donc ça veut dire que le coût budgétaire de ce quoi qu'il en coûte va se réduire un peu. Mais ça veut dire aussi que notre inflation va augmenter durant les premiers mois de 2023. L'INSEE dit qu'on va passer à 7% en rythme annuel. Bon, c'est la première question. Deuxième question, est-ce qu'on retombe, c'était le point de départ, est-ce qu'on retombe tous? La France, on est sur le même bateau, là, du point de vue de l'inflation, y compris les États-Unis, etc. Est-ce que ça retombe, disons, au cours de l'année 2023? Le scénario comme quoi ça retombe, c'est le scénario de l'INSEE. Ce n'est pas parce que c'est le scénario de l'INSEE que ça va être exact. L'INSEE peut se tromper comme tout le monde. Mais ça va dépendre un peu de la question de savoir si, dans nos pays, il y a une course entre les prix et les salaires. La différence jusqu'à présent entre notre inflation et l'inflation des années 70 entre les 2 chocs pétroliers, c'est d'abord une différence de niveau. Puisqu'en France, entre les 2 chocs, on a eu des taux d'inflation qui ont dépassé 10%. Et deuxièmement, il y a eu cette course à l'échalote, si je puis dire, entre les prix et les salaires. Tu ouvrais le débat tout à l'heure, Emmanuel, en disant, voilà, en 2022, je parle en moyenne, et j'ai dit tout à l'heure que la moyenne ne veut rien dire. Mais enfin, je suis obligé de raisonner en moyenne pour faire bref. En moyenne, disons, l'inflation française aurait été l'année dernière de 6%. On a terminé autour de 6%. Et l'augmentation des salaires en moyenne a été en dessous, a été de 4, 4,5%. C'est-à-dire qu'il y a une perte de pouvoir d'achat d'à peu près 1,5% en moyenne. Bon, c'est-à-dire que les salaires n'ont pas augmenté plus vite que l'inflation. Alors, il y a une perte de pouvoir d'achat avec des conséquences économiques, sociales, inégalitaires, etc. Mais ça veut quand même dire que dans la mesure où les salaires qui doivent augmentent quand même moins vite que l'inflation, on n'a pas déclenché ce que j'appelle la boucle prix-salaire. Et donc, s'il n'y a pas de nouveau choc énergétique, moi, je ne sais pas prévoir les chocs énergétiques. Demandez pas aux économistes de prévoir ce que la CIA ne sait pas prévoir.
OK. Donc, On retiendra l'expression. Je dis ça parce que nous, on nous reproche tout le temps. C'est vrai qu'on n'est Oui. pas bon dans les prévisions. Donc les salaires, si je vous écoute bien, les salaires, ça ne va pas forcément augmenter. Pour dans l'instant, l'année qui je ne vient. sais pas ce qui va se passer. D'accord. Enfin, bon, les Français sont quand même impatients. Est-ce qu'il y a un risque, finalement, de gilet, comment dit-on, gilet jaunisation? Il y a une manifestation samedi. Est-ce que le fait d'accumuler toutes ces frustrations, finalement, des Français, est-ce qu'on ne va pas vers un mouvement social assez violent, finalement, à cause de ces questions de pouvoir d'achat? Quel est le regard de l'économiste Nathalie Chusseau sur ce point? Alors, effectivement, on a dit que globalement, la France avait fait mieux qu'un certain nombre d'autres pays européens, puisqu'il y a eu un certain nombre d'aides et de mesures pour soutenir le pouvoir d'achat. Et donc, ça, c'est vrai. Et on le voit bien, l'inflation touche beaucoup plus durement les bas revenus, par définition. On a parlé, et Christian a eu raison de le souligner, l'augmentation des prix alimentaires, plus de 12%, ça touche évidemment principalement, prioritairement et plus fortement les ménages à bas revenus. Donc, il y a eu un certain nombre d'aides qui ont été mises en place. Il y a eu une évaluation de ces aides et on s'est rendu compte que finalement, la plupart des aides qui étaient mises en place avaient plutôt favorisé la classe moyenne et pas suffisamment les plus pauvres. Et on est dans un contexte, Christian le rappelait, d'inégalité croissante. Même si, je le redis, on est dans un pays où les inégalités sont largement contenues comparativement à d'autres pays. Comparativement au Royaume-Uni, par exemple, ou aux États-Unis, parce qu'on a de la redistribution, mais on voit bien que les ménages les plus fragiles sont les plus impactés par cette inflation. Et que, comme tu viens de le dire, Emmanuel, il y a une frustration à cause de cela. Donc, est-ce qu'il y a un risque réel de gilet jaunisation? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a une conjoncture avec des réformes qui sont mises en place ou qui vont l'être, qui vont accentuer ce sentiment clairement de fragilité. Et je pense évidemment à la réforme de l'indemnisation du chômage et à la réforme des retraites. Le feu est sous la cendre. Le feu continue de couver. C'est clairement... Christian de Boissieu. Les ruptures, qu'elles soient financières, sociales, etc., par définition, ce sont des discontinuités très difficiles à prévoir. Moi, j'ai été étudiant en 68, je n'avais pas prévu 68. Bon, je n'étais pas le seul. Et je veux dire, pourquoi c'est difficile à prévoir? Parce qu'il y a le terreau ou le terrain favorable, et le terrain est favorable à des manifestations importantes, voire à des ruptures. Mais en même temps, pour qu'il y ait cette rupture, il faut la rencontre d'un terreau et de circonstances. Telle phrase maladroite, telle position maladroite. Dans le débat sur la réforme des retraites en France, tu disais, est-ce qu'il va y avoir des ruptures? Je ne sais pas ce qui va se passer sur la réforme des retraites, parce qu'on est dedans, clairement. Et quand je regarde les réformes qui ont été adoptées en France depuis 20 ou 30 ans, il y en a eu quelques-unes, je ne connais pas tout, mais je n'ai pas de souvenir d'une réforme qui a été adoptée contre la CFDT. Or, ce qu'il y a de nouveau par rapport au débat actuel, c'est que pour des raisons qui sont les siennes et que je respecte, qui sont les siennes, Laurent Berger a dit très clairement, il le répète tous les jours en ce moment, qu'il ne voulait pas toucher à l'âge de la retraite. Bon. Et donc, si le gouvernement persiste sur cette affaire de l'âge de la retraite, il risque d'y avoir un front uni. C'est ma première remarque. Deuxième remarque, tu me demandes d'accélérer, donc j'accélère. Tu n'as pas besoin de parler. On se connaît suffisamment. Oui. Quelques petits gestes suffisent. Les ruptures sociales, c'est souvent la rencontre, disons, j'allais dire, des salariés par les syndicats ou en dehors des syndicats. C'est quand même le sujet de la grève des contrôleurs de la SNCF de l'autre jour, c'est en dehors des syndicats. C'est la rencontre de ça, du social et du monde étudiant. En tant que prof, en ce moment, mais je vais voir comment ça se passe à la rentrée, pour l'instant que je sache, je ne sais pas si c'est ton sentiment, pour des raisons, peut-être que le monde étudiant peut être amené à bouger, mais pour l'instant, mon diagnostic, c'est qu'il ne bouge pas. Bon, alors, c'est déjà une information. Du terrain, hein, effectivement, c'est du vécu. Le timing est-il le bon, finalement, pour ces deux réformes? On cite les retraites
et il y a le chômage. Est-ce que c'est le bon timing finalement? On a vu le président de la République reporter, repousser, avancer, faire 3 pas en avant, 2 pas en arrière, etc. Le timing est-il le bon? Non, je pense que ça n'est pas le bon timing. Mais il faut y aller quand même. Je ne suis pas sûre qu'il faille y aller. Juste 2 remarques. La première, c'est que sur la réforme de l'indemnisation du chômage, donc, à partir du moment où on a un taux de chômage relativement faible, eh bien, on va baisser de 25%, donc d'un quart, le montant d'indemnisation des chômeurs. Et ça concerne tous les chômeurs, y compris les chômeurs âgés, ce qu'on appelle les seniors, les plus de 53 ans, qui sont indemnisés plus longtemps que les autres. Ça, on y reviendra. Et globalement, ça veut dire que ça touche les gens qui sont principalement au chômage, sont plus fréquemment des non qualifiés, des gens qui ont moins de qualifications, des salaires plus faibles. Donc, c'est une réforme qui ne me paraît pas particulièrement juste. Et la deuxième chose, c'est ce qui concerne effectivement la réforme des retraites. Le seul paramètre qui est proposé effectivement comme modification, alors je vous rappelle que d'abord on a réformé les retraites, hein. J'entends souvent qu'on n'a rien réformé, c'est pas vrai. On regarde Hein. pas, moi j'ai Non, pas mais dit ça. je le dis parce que je sais qu'il y a des économistes qui le disent, mais non, on a réformé à maintes reprises les retraites. La dernière réforme, c'est la réforme de Marisol Touraine, où nous allons, peut-être pas vous, mais moi, car on a augmenté le nombre de trimestres à cotiser, 43, en tout cas et 43 annuités. Donc, si vous voulez, à un moment, on a cette réforme-là, et la seule chose à laquelle on touche, c'est l'âge légal de départ à la retraite. Donc, on ne touche pas l'âge 67 ans qui vous permet de partir à la retraite sans décote, c'est-à-dire sans perte de pension, de niveau de pension, même si vous n'avez pas toutes vos annuités, mais on veut faire travailler les gens plus longtemps. Alors, on parle de 65 ans. On nous a dit que ça n'était pas. La Première ministre a dit que ça n'était pas un totem. Donc, probablement qu'ils annonçaient 65 ans pour arriver à 64, c'est ce qui se dit. Même 64, ça canne. Hein, mais même 64, c'est quand même 2 ans de plus. Donc, si vous voulez, là encore, les personnes les plus touchées vont probablement être les personnes qui sont les plus fragiles sur le marché du travail. Le vrai sujet, c'est la pénibilité, les carrières hachées, c'est-à-dire vous êtes peu qualifié, vous êtes beaucoup plus souvent au chômage que les autres, vous avez des périodes de chômage, des périodes de travail, etc. Vous travaillez à temps partiel, beaucoup de femmes d'ailleurs travaillent à temps partiel et ça n'est pas choisi, c'est un choix contraint. Et donc, si vous voulez, vous êtes en train de dire à des gens qui peuvent aussi avoir un travail pénible sur toute la durée de leur vie, vous allez travailler plus longtemps. Donc, les efforts que l'on demande me semblent plus important une fois de plus vers ceux qui… Voilà, alors, et donc, est-ce que c'est très utile? Je n'en suis pas persuadée non plus, mais je vais laisser… Alors, Christian Boissieu, d'abord, je pense qu'il n'y a jamais vraiment de bon moment pour faire des réformes en France, mais c'est plus facile de faire des réformes quand il y a de la croissance que quand elle commence à se dérober. Bon, et donc là, ça c'est le contexte, il fallait la faire avant ou la faire après, mais la faire dans un contexte où on va passer d'une croissance… Je suis obligé de donner des chiffres. Là, bien sûr, mais on est là pour ça aussi. La croissance en France en 2022, elle aura été de 2,5 ou 2,6, grâce en partie à ce que j'ai appelé l'effet de rattrapage. Et cette année 2023, on va être à 0. Si on a quelque chose de positif, on va être à 0,5 ou 0,6. On va perdre 2 points de croissance et ça va avoir des conséquences parce qu'à court terme, malheureusement, le chômage risque d'augmenter. Bon, et donc faire des réformes compliquées socialement, politiquement dans ce contexte-là, c'est pas évident. Mais en termes, oui, pardon. Non, j'ai presque fini. Moi, je pense que le président Macron aurait pu faire adopter dans le premier mandat le passage d'un système à points. Je pense qu'il y avait une sorte de, y compris du côté de, je parlais de la CFDT tout à l'heure, et que cette obsession sur l'âge, bon, je sais bien que nos voisins sont passés à 67 ans, l'Allemagne et l'Espagne. L'Espagne, c'est ce que j'allais vous dire. Est-ce que ça ne crée pas des distorsions de concurrence au niveau, ne serait-ce que des entreprises? On vient de parler de la consommation, des retraites, des seniors, etc. Je termine un dernier point avant de me taire là-dessus. Est-ce qu'il y a des mauvais moments? Il y a surtout, je pense, de la mauvaise pédagogie. Mais ça, c'est pas assez suffisamment. On confond toujours la fin et les moyens dans l'explication. Mais c'est pas nouveau. J'ai dit tout à l'heure, il y a eu des réformes qui ont été adoptées. Et la CFDT a été pour moi le syndicat pivot. Hein.
C'est-à-dire que souvent, c'est lui qui a permis de faire passer l'adoption de des ça, réformes dites de structure dans le passé. Là, il est de l'autre côté, donc ça va être la difficulté. La compétitivité de nos entreprises, c'est important. Hein, c'est un peu comme, je dirais, la croissance et l'énergie. Pour qu'il y ait de la croissance et de l'emploi, il faut faire tourner des machines. Et c'est ce que vous disiez, Nathalie Chussot. Pour faire tourner les machines, il faut de l'énergie. Donc, ça va jouer sur les prix. Mais concernant la compétitivité sur le dossier des retraites, Christian disait, effectivement, l'Espagne, on vient de l'apprendre, passe à 66 ans. Bon, c'est quand même, on est très loin. On va travailler plus longtemps en Espagne. Pourquoi eux peuvent se le permettre et pas nous? C'est uniquement une question de négociation sociale ou c'est une question de distorsion au niveau économique? Alors, moi, il me semble qu'il y a un vrai problème de pédagogie sur cette question-là, parce que on nous explique que c'est absolument urgentissime et que notre système n'est pas soutenable. C'est très relatif, cette question-ci, parce que c'est pas forcément vrai. Vous avez le rapport du Conseil d'orientation des retraites. Alors, vous avez 4 scénarios. Bon, et le corps n'est pas si pessimiste. Donc, je suis pas persuadée que ça soit la véritable raison. Finalement, la plupart des baby boomers, ils sont déjà partis. Donc, je suis pas sûre que ça soit absolument nécessaire. Je crois que derrière cette histoire, il y a une demande de la Commission européenne pour des questions d'harmonisation de l'âge dans la zone euro, probablement. Alors, on dit que nos voisins travaillent plus longtemps que nous, c'est vrai, mais en même temps, on a une productivité du travail qui est reconnue comme étant assez forte. Donc, si vous voulez, c'est un vrai sujet. Et puis, pour moi, la véritable raison de cette réforme, c'est que effectivement, le poids des retraites dans la richesse nationale est extrêmement important dans notre pays. Il est à peu près de 14%. Et là, la Commission européenne nous tense depuis un certain nombre d'années en disant c'est trop. Et qu'en fait, le vrai sujet pour moi, il est là, c'est qu'on consacre beaucoup de notre richesse nationale au financement des retraites et que ça nous laisse beaucoup moins de marge de manœuvre pour financer d'autres secteurs et d'autres services publics qui en auraient besoin. Et que la question de politique économique qu'il y a derrière, c'est qu'on a d'autres priorités importantes et il faut trouver des leviers. Et que c'est probablement pour cette raison qu'on est en train de vouloir effectivement faire cette réforme. Alors, justement, oui, juste un mot, parce qu'il y a un sujet dont on n'a pas parlé, mais qui est complémentaire, qui est la question de l'emploi des seniors. Oui. Et c'est là, alors je ne connais pas les chiffres espagnols ou allemands, mais on peut les trouver. Mais c'est vrai que quand on fait des comparaisons européennes, on est spécialement bas. On est à 20 points de moins que le taux d'emploi en Allemagne. Oui, mais l'argument, c'est de dire si vous faites travailler plus les vieux, il y aura moins d'emplois pour les jeunes. C'est vrai ou faux ça? Mais ça, c'est un argument de jeu à somme nulle qui est statique, qui est le même argument que l'argument des 35 heures, comme si le gâteau à se partager était donné. Le gâteau à se partager, il n'est pas donné. Donc c'est faux. C'est faux. Bah, c'est un raisonnement en photographie. Et ce qui compte, c'est le film, c'est pas la photographie. Alors, les réformes en tant que telles, on ne va pas toutes les passer en revue, mais en filigrane, derrière cette réforme des retraites, il y a le financement, les finances publiques. On va parler de budget, des marges de manœuvre avant de vous donner la parole. Mais concrètement, Nathalie Chussot, les autres réformes, vous les voyez où exactement? Il n'y a pas que la retraite, il n'y a pas que le chômage, il y a la jeunesse. Ça serait bien. Ça serait bien. Alors, il y a les seniors, mais je vais revenir, mais il y a la jeunesse, il y a les jeunes, je crois que c'est quand même important. Si vous voulez parler des seniors, on le fait tout de suite. Et puis après, alors, on va peut-être parler des seniors, parce que ça me paraît un sujet effectivement important. Christian le disait, demander à la population de travailler plus longtemps, certes, mais on est d'un pays dans lequel, effectivement, le taux d'emploi des seniors est très faible. Moi, j'ai des chiffres, 56% d'emploi, 20% de moins à peu près qu'en Allemagne et dans les pays du nord de l'Europe. On a progressé, mais on est très nettement en dessous. Donc, on a un problème, et le problème majeur, c'est pour les 60-64 ans. Vous avez un taux d'emploi seulement de 35%. Et le dernier chiffre que je vais vous donner, je ne veux pas vous assommer, mais vous avez 40% des gens qui partent à la retraite qui sont inactifs. C'est-à-dire qu'ils sont soit au chômage, soit en invalidité ou en incapacité de travail. 40%. Donc moi, je veux bien qu'on dise aux gens qu'ils doivent travailler plus longtemps, mais si les entreprises n'emploient pas les seniors, en particulier les plus de 60 ans, je ne vois pas comment on va continuer à travailler plus longtemps. Donc ça, c'est pour moi un enjeu majeur. Et d'ailleurs, c'est la petite musique que nous entendons. Mais ça, c'est pas politique finalement. Vous dites clairement, c'est le rôle des chefs d'entreprise. C'est le rôle des chefs d'entreprise, mais pour ça, il faut comprendre pourquoi on ne les emploie pas et il faut les former. Vous voyez, la boucle. Il faut boucler la boucle. Alors justement,
Donc, la formation et la jeunesse, on y vient. Ça, c'est important. Alors vous ça, tient à c'est cœur. important. Il me semble qu'on a un problème parmi tant d'autres, mais un des problèmes majeurs de ce pays, c'est notre système éducatif. Même notre ministre de l'Éducation nationale le reconnaît. On a un système éducatif qui est défaillant. On a une baisse du niveau, il le dit lui-même. On dégringole dans tous les classements internationaux, hein, en maths, en français, les classements, les fameuses enquêtes PISA dont vous avez entendu. Donc c'est une catastrophe. Et surtout, il y a un point qui, moi, me semble crucial, c'est que la France est un des pays de l'OCDE où l'origine sociale pèse le plus dans les résultats scolaires des élèves. C'est-à-dire qu'il y a un déterminisme social extrêmement fort dans ce pays. Donc il y a un problème. Un autre chiffre, 1 million de décrocheurs en stock. Si vous avez à peu près 90 000 jeunes qui Ce qu'on quittent... appelle les NEETs. Alors, ce n'est pas vraiment des NEETs, cela, parce que dans les NEETs, il y a 1,5 million de NEETs. Alors, les NEETs, ce sont des jeunes qui ne sont ni en études, ni en emploi, ni en formation, jusqu'à 29 ans. Donc, ceux-là, ils sont en gros nulle part. Et parmi ceux-là, il y en a 500 000 pour lesquels je ne suis pas très inquiète, c'est-à-dire que vous avez des jeunes qui cherchent un emploi et qui vont en trouver, qui sont plutôt qualifiés. Vous en avez qui ont envie de changer d'études, de faire autre chose. Vous en avez qui ont envie de faire le tour du monde. Ceux-là, je ne suis pas très inquiète. Ceux qui m'inquiètent, ce sont les 1 million de décrocheurs, c'est-à-dire qui ont quitté le système éducatif sans aucune qualification, sans aucun diplôme. On en a à peu près 90 000 par an. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour eux? Qu'est-ce qu'on fait en termes de politique publique? Eh ben, alors d'abord, vous voyez bien qu'en amont, ils ont quitté le système sans diplôme, donc le système a failli, et donc il faut s'inquiéter à la formation initiale, il faut réformer le système, on n'a pas le temps de développer, mais première chose. Deuxième chose, il faut les rattraper. D'abord, il faut les retrouver, parce que c'est pas simple, parce qu'ils sont dans la nature. Et là, il y a plein de choses qui existent. Il y a des écoles de la deuxième chance, il y a des établissements qui s'appellent des EPID, il y a les missions locales, il y a le contrat engagement jeune pour aller les chercher. Et là, on sait faire à des accompagnements individualisés. Mais c'est coûteux. Et par ailleurs, je rappelle que nous avons énormément de métiers en tension, c'est-à-dire qu'on a besoin, on ne trouve pas la main-d'œuvre. Et donc, je suis quand même très étonnée que dans un pays développé comme la France, on ne soit pas capable de former des jeunes décrocheurs, en particulier pour occuper un certain nombre d'emplois dans les métiers en tension. Alors, il y a aussi l'importante question de la rémunération des enseignants. La France ne rémunère pas assez le savoir. Ce sera un autre débat, on aura l'occasion d'y revenir. Christian de Boissieu, en termes de marge budgétaire, est-ce que la France peut financer ce que disait comme programme Nathalie Chusseau? Parce que là, on donne des aides, on allège des charges qu'il faudra de toute façon rembourser à un moment ou à un autre pour les entreprises. Le point inquiétant, c'est que concerne la structure des budgets publics. Quand je dis budget public, État, collectivité locale et aussi la Sécu. Mais avec la hausse des taux d'intérêt qui n'est pas finie, les charges d'intérêt de la dette publique et de la dette des collectivités locales, les charges d'intérêt ont déjà augmenté en 2022 et ça va devenir le premier poste du budget de l'État. Mais on dit ça depuis des décennies. Non, je suis désolé, il y a 3 ans, quand l'État français empruntait à zéro, la dette ou légèrement négatif, le stock de dette augmentait, mais les charges d'intérêt baissaient. Donc là, on est dans un sujet où le ratio dette publique, qui fait à peu près 113% du PIB en fin 2022, bon, donc en valeur absolue, en valeur relative, la dette publique a augmenté et les taux d'intérêt augmentent. Donc ça veut dire que, sauf à faire exploser les budgets publics, et le budget de l'État en particulier, il va rester de moins en moins de place pour ce qu'il faut financer. Alors, l'école, la santé, bien sûr, la santé, tu me regardes, mais voilà, je suis un senior avancé. Il fait froid dehors, mais tu es en pleine forme. Justice, police, tout ce qu'on veut, enfin, le régalien, comme on dit. Et donc, je ne sais pas comment on va faire, parce que la question de l'efficacité des dépenses publiques revient dans le débat. Alors, tous les gouvernements de droite et de gauche s'y sont attelés. On a mis en place des commissions, des procédures. Il y avait la fameuse LOLF il y a 15 ans. Chaque gouvernement y est allé de sa commission. Les règles d'or. Les règles d'or. Ouais, petit souvenir, en 2016, je suis dans les commissions Attali. Et dans les propositions de la commission Attali, il y a simplifier le millefeuille administratif. Et quand le président Sarkozy
nous a reçus à l'Élysée, la commission Attali. Il a dit parmi vos 300 et quelques propositions, il y en a au moins une que je n'appliquerai pas, c'est la réduction du millefeuille. Bon, voilà. Mais donc, on est dans ce contexte où tu disais quelles sont les réformes importantes. Je suis d'accord avec Nathalie. Mais comment on les finance, on a compris aussi que et puis donc la question de la réforme de l'État qui est une sorte de, en attendant Godot, si tu veux. Et donc moi j'ai pas de solution miracle. Il faut annuler la dette. D'accord. Alors ça. Bon, et comment on fait ensuite pour, c'est une question. Hein. Comment on fait ensuite pour s'endetter, pour financer ce qui reste? Il y avait des propositions intermédiaires qui consistaient à annuler une partie de la dette qui est portée, qui est importante d'ailleurs, qui a été rachetée par la Banque centrale européenne au titre de sa politique monétaire dite non conventionnelle. Mais là, dans le passé, depuis 3 siècles, qu'est-ce qui a annulé les dettes ou les a réduites? C'est l'inflation. L'inflation non anticipée. Là, si on est dans un contexte où l'inflation, hypothèse qu'on a, je crois, en tête l'un et l'autre, retombe, vers quel niveau? On n'en a pas vraiment discuté. Est-ce qu'on tombe vers 4% ou vers 2% ou vers 1%? On n'en sait rien. Ce n'est pas la même chose par rapport au problème de dette. Et je termine en disant qu'on parle beaucoup des dettes publiques. Moi, ce qui me préoccupe aujourd'hui, ce n'est pas uniquement les problèmes de dette publique, c'est aussi les problèmes de dette privée. La dette d'un certain nombre de ménages et d'entreprises, ça va aussi peser sur la croissance. Ça pèse sur la croissance et ça va peser sur la réindustrialisation, peut-être, non pas des relocalisations. Et après, on donne la parole au public. Ce problème de réindustrialisation, aujourd'hui, gros sujet, les entreprises ont les marges de manœuvre nécessaires. Là, on sort de l'argent public, hein. C'est de l'argent privé. Est-ce qu'aujourd'hui, malgré les grands discours, on peut réellement réindustrialiser la France ? Alors, en tout cas, ce gouvernement a un certain nombre de projets pour tenter de réindustrialiser le pays, puisqu'on s'est rendu compte quand même que depuis, en particulier, alors ça avait commencé dès les années 80, mais surtout 90, mais en tout cas, il y a une destruction d'emplois industriels extrêmement forte entre les années 2000 jusqu'aux années 2015-2020, extrêmement importante. Et donc, on a délocalisé massivement pour des raisons de coûts de production. Et donc maintenant, on a des chaînes de valeur, c'est-à-dire qu'on a des biens intermédiaires produits dans tout un tas de pays, en particulier dans les pays d'Asie. Et on s'est rendu compte avec la crise de la Covid qu'effectivement, on était totalement dépendant d'un certain nombre de pays, en particulier dans des domaines stratégiques. Je pense aux médicaments, aux principes actifs. On peut pas, on n'a pas de paracétamol, on n'arrive pas à produire. Et donc, on a... Alors ça, la Commission européenne avait quand même déjà commencé à alerter. Et là, la France a des projets, mais là, il y a des choses qui doivent être faites, à mon avis, aussi au niveau européen, parce que pour être compétitif dans un certain nombre de domaines, il faudrait, à mon avis, des accords et un travail au niveau européen. Oui, mais on en est loin par rapport aux États-Unis, et ce sera le dernier point, le fameux IRA, l'Inflation Reduction Act. Christian Boissieu, c'est de la concurrence déloyale. Les États-Unis mettent sur la table 170 milliards de dollars pour aider à plein les entreprises. Mais même plus, je crois. Oui, nettement plus, mais on vit dans un contexte où il n'y a pas de gouvernance mondiale. L'OMC, qui est censé faire respecter les règles du jeu du commerce mondial, il est nulle part. Sur la réindustrialisation, si je suis d'accord avec Nathalie, je voudrais rajouter 1 ou 2 points. C'est que le débat, il ne concerne pas que l'industrie au sens strict. L'industrie au sens strict, c'est 10% du PIB, un peu plus de l'emploi, mais il y a une grande partie des services qui sont directement liés à l'industrie. Donc, dans le monde d'aujourd'hui, c'est un tout petit peu artificiel de séparer l'industrie du reste de l'économie. Et deuxième remarque, sur pas mal de sujets, je veux dire, tu citais le paracétamol parce que c'est le Doliprane est le sujet d'aujourd'hui. Je suis pas sûr qu'il faille que chaque pays européen ait son usine ou ses usines de jouer en commun. Sur pas mal de sujets, il faut chercher les effets de taille et les effets de taille au niveau européen, ou en tout cas par des coopérations entre plusieurs pays européens. Alors, il resterait encore plein de choses à dire et évidemment, tout va venir des questions de la salle. Je pense que vous avez... c'est l'occasion rêvée de poser les questions pour, encore une fois, cette volonté de bien comprendre les choses. Vous êtes les uns les autres spécialistes dans vos secteurs. Il suffit simplement que vous demandiez la parole. Je vais essayer de respecter l'ordre de demande. Vous vous présentez rapidement pour qu'on sache, et puis poser des questions très, très concises. Comme ça, on se permettra de donner la parole à un maximum de personnes. Monsieur, nous vous écoutons.
Alors, moi, je suis venu pour vous poser une seule question. Vous avez parlé des Alors, dettes. vous êtes, pardon, présent, vous êtes étudiant Je suis étudiant, oui. D'accord. Alors, moi, je suis venu pour vous poser une seule question. Vous avez parlé un peu des dettes et des taux d'intérêt. Ici, demain, par exemple, à quoi ressemblerait un monde où on n'a plus de taux d'intérêt? C'est-à-dire, on a 21 millions, par exemple, hein, pour donner un chiffre au hasard. À quoi ressemblerait un monde de demain où on n'imprime plus d'argent? On n'imprime plus d'argent. Non, plus du tout. Plus du tout. Yes. Alors, Christian, un micro. Oui, pardon. Hop là. Ce sera plus simple. Attendez, réponse partielle à votre question, qui est une belle question. Si on n'imprime plus de monnaie, s'il n'y a plus de monnaie du tout, ça veut dire qu'on revient à l'économie de troc et les biens s'échangent contre les biens. Alors, si on en est sorti historiquement, c'est qu'il y avait des inconvénients. C'est qu'en économie de troc, pour que je puisse échanger avec Emmanuel, il faut que nos désirs soient réciproques. Si tu veux du chocolat et que je te propose une voiture, ça ne va pas marcher. Il faut que nos désirs soient réciproques. Donc, si on a créé la monnaie, c'est pour faciliter, mettre un peu d'huile dans les rouages et faciliter un peu les échanges. Mais je pense qu'il y a d'autres aspects dans votre question, c'est-à-dire, il y a aussi la question du taux d'intérêt que vous posez. 21 millions de quoi de Ah ben, c'est un peu, attendez, c'est un peu le Bitcoin, puisque quand le Bitcoin a été créé en 2009, les inventeurs du Bitcoin, Nakamoto, un collectif, ont dit l'offre est limitée. La demande est illimitée. Donc, ça veut dire que donc, quand vous êtes sur un marché où l'offre est exemptée, plafonnée, alors que la demande peut varier, ça veut dire qu'il y a une tendance à la hausse, mais on le voit avec le Bitcoin. Par-delà cette tendance, vous avez le yo-yo, des yo-yo énormes à court terme qui jouent. Bon, ça ne réglerait pas les problèmes de nos économies. Le taux d'intérêt, c'est aussi le prix de la renonciation à la liquidité, comme disait Keynes. C'est aussi à travers les problèmes de taux d'accumulation, la mesure de la préférence pour le présent, de la dépréciation du futur. Il y a 36 théories du taux d'intérêt, mais voilà, dans les religions, dans toutes les religions, il y a eu quand même une méfiance à l'égard du taux d'intérêt. Je cite saint Thomas d'Aquin, le temps n'appartient à personne, le temps appartient à Dieu. C'était une manière de faire en quelque sorte le critique du taux d'intérêt. Donc voilà, je ne veux pas partir dans tous les sens, mais voilà 2-3 remarques. Nathalie, sur ce point. Je n'ai rien à ajouter. Mon voisin a fait le tour, mais effectivement, c'est effectivement le sujet. C'est-à-dire que le taux d'intérêt recouvre tout un tas de dimensions et que, a priori, on peut difficilement s'en passer. Et s'en passer ne résoudrait pas, comme l'a dit Christian, un certain nombre de problèmes de nos économies. Donc malheureusement, il va falloir faire avec. Monsieur, au premier rang, je vous demanderai de vous présenter rapidement et de poser une question tout aussi concise. Voilà. Merci. Non, deux remarques, mais voir un peu. Donc, monsieur, ancien commissaire aux comptes. Voilà. La première chose sur le prix de l'énergie, oui, l'Ukraine a bon dos, mais enfin, je pense que la crise le prix de l'énergie, ça a quand même d'avoir abandonné le nucléaire parce qu'on a suivi les Allemands, parce qu'il y a eu la catastrophe au Japon, mais la catastrophe au Japon, c'était quand même le tsunami. Je vois mal un tsunami du côté français, mais enfin, bon, on a laissé tomber l'énergie nucléaire, on y revient. Et d'ailleurs, les Allemands sont obligés de revenir au charbon, qui est encore plus polluant que le nucléaire. Donc ça, pour moi, c'est là la cause principale de la hausse de l'énergie aujourd'hui, et pas l'Ukraine. La deuxième chose, je reprends ce que disait M. de Boissieu, on a un petit peu oublié, certes, on a fait mieux que les autres pays au niveau inflation, mais à quel prix ? Parce que finalement, le quoi qu'il en coûte, il est dans la dette maintenant. Donc, si vous voulez, ça coûte. Et il faudra le payer un jour. Donc, de toute manière, oui, on a mieux fait à court terme. Mais bon. Alors, participation au débat. Nathalie alors, oui, alors sur le nucléaire, il y a eu des choix effectivement industriels qui ont été faits, certes.
Oui, les Allemands et nous aussi rouvrent les centrales à charbon, ce qui est tout sauf écolo. Oui. Néanmoins, effectivement, hein, le choc sur l'énergie n'a fait qu'accentuer le problème. Donc là, on est d'accord. Sur le quoi qu'il en coûte et l'augmentation de la dette, certes, mais globalement, notre dette a augmenté à peu près dans les mêmes proportions, par exemple, que l'Allemagne. Le problème, c'est qu'effectivement, l'Allemagne était moins endettée que nous auparavant. D'accord. Néanmoins, je crois que ça rejoint la question du timing. C'est-à-dire du moment où il faut, je pense que c'était le bon moment de mettre en place ces aides-là, parce qu'à un moment, il faut amortir le choc. Et je pense que plus on tarde, qu'au bout d'un moment, les conséquences peuvent être encore plus néfastes. Et je pense que clairement, l'exemple du Royaume-Uni, alors qui quand même qui a encore d'autres problèmes, parce qu'il n'y a pas que à la fois la Covid qui n'a pas été gérée, il y a les conséquences du Brexit, il y a des choses. Mais je crois que c'est un bon exemple pour comprendre à un moment, le quoi qu'il en coûte, pour moi, c'est bien d'amortir au bon moment. Si on tarde trop, et je vous donne un exemple, pour ce qui concerne, on a parlé des boulangers, tu as parlé des boulangers ou des artisans, là on a trop tardé. Là, on a des faillites et on n'a pas fait ce qu'il fallait au bon moment. Et donc, c'est pour ça que c'est compliqué de faire de la prévision économique et de la politique économique, parce qu'il faut prendre les bonnes décisions au bon moment. Et le timing est extrêmement important. Donc, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Même si la dette est là. Oui. Christian Boissieu. Vous avez raison, l'inflation a commencé à accélérer au deuxième semestre 2021, donc rien à voir avec l'Ukraine. L'Ukraine a accentué une tendance à la fois sur les prix de l'énergie et sur les prix alimentaires, les prix d'un certain nombre de matières premières. Sur le deuxième sujet, sur le quoi qu'il en coûte, on fait du quoi qu'il en coûte depuis 2007. Il y a eu le quoi qu'il en coûte monétaire, qui est corrigé en ce moment puisque les banques centrales resserrent les boulons, et puis auquel s'est ajouté le quoi qu'il en coûte budgétaire. Rétrospectivement, moi, je n'ai pas de regrets, parce que je pense qu'à court terme, c'est un problème d'arbitrage court terme, long terme, complètement. Et donc, je pense qu'on a évité, en 2007-2008, en lâchant tout du point de vue monétaire à partir de 2009, on a évité une déflation majeure, peut-être de se retrouver dans les années 1930. Et du point de vue budgétaire, je pense qu'il fallait faire ce qu'on a fait. Alors maintenant, comment on reprend la maîtrise de tout ça, à quelle vitesse? C'est pour ça que je disais que notre inflation va converger vers le reste de l'Europe, parce que, voilà, au fur et à mesure qu'on réduit les subventions, les soutiens, ou en les rendant plus ciblés vers ceux qui en ont vraiment besoin. On se donne encore 10 petites minutes, monsieur. Pardon, nous vous écoutons. Bonsoir. Ingénieur, est-ce que, au point de vue de... Ingénieur dans quel secteur? Dans l'informatique. Oui. Donc, au point de vue de la compétition internationale économique, est-ce qu'en France, on n'a pas un problème plutôt de salaire trop bas plutôt que salaire trop élevé, en particulier dans les secteurs de la santé, nouvelles technologies et aussi de l'enseignement? Alors ça, c'est le traditionnel débat, le niveau des salaires. Il n'y a pas que dans l'éducation nationale, il y a aussi dans les entreprises. Est-ce qu'on est trop bas? Christian Boissieu, on n'attire pas assez finalement? Ou on laisse partir? Ça dépend. Je veux dire, c'est là où il ne faut pas raisonner sur la moyenne, on est d'accord, mais peut-être tenir compte, j'allais dire, des niveaux de qualification. Vous êtes ingénieur, moi je suis frappé l'autre jour, ça doit vous arriver tout le temps en ce moment, on discute avec des boîtes qui cherchent des ingénieurs, alors tant mieux pour vous, dans l'informatique et dans les nouvelles technologies, parce que ça apparaît d'ailleurs, tu parlais des universités, le nombre d'étudiants dans les facs de sciences, je ne dis pas les écoles d'ingénieurs, je termine ma phrase, le nombre de gens dans les facs des sciences, le nombre a baissé. Oui. En tout cas, depuis quelques années, je ne parle pas des écoles d'ingénieurs. Donc, est-ce qu'on peut se permettre, est-ce que les entreprises françaises peuvent se permettre aujourd'hui de monter les salaires pour qu'ils soient plus attractifs? Elles vont être obligées. Sur une partie. Ils l'ont déjà fait dans le secteur hôtelier. Sur une partie de la main-d'œuvre. Elles n'ont pas le choix. Mais ça augmente les inégalités intra-domestiques. C'est ça le problème.
parce que, je veux dire, tu as une concurrence, tu as un marché mondial des dirigeants, et certains dirigeants d'entreprise que je ne vais pas citer, que vous allez reconnaître, utilisent cet argument pour se négocier ceinture et bretelles, c'est-à-dire fixe, variable, stock option, etc., de manière un peu... Enfin là, on parlait de l'attractivité des salaires pour un salarié lambda. Hein, pas... Là, à mon avis, est-ce que c'est trop bas? Et je vais terminer en disant que par rapport à la compétitivité, puisque c'était le point de départ de votre question, ce qui compte, c'est les coûts salariaux unitaires. Ce n'est pas les salaires dans l'absolu, c'est les salaires apportés à la productivité. C'est ça qui compte. Pour la compétitivité prix d'un pays dépend des coûts salariaux unitaires et du taux de change. Le taux de change joue un rôle important. Et à côté de ça, vous avez ce qu'on appelle la compétitivité hors prix, qui ne passe pas par les salaires, etc., et qui est très importante. L'Allemagne, traditionnellement, en termes de qualité de produit, a un avantage par rapport à nous, France, même si on l'a un peu rattrapé, en matière de compétitivité hors prix. Tout ça pour dire que l'approche de la compétitivité est plus compliquée qu'elle n'en a l'air. Nathalie Chusseau. Mais sur les salaires, je pense que vous avez raison. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de secteurs en tension, et dans le privé, mais aussi dans le secteur public, puisqu'on a parlé de l'éducation, les professeurs, hein, vous le savez, vous entendez qu'on a moins de candidats que de postes. Hein, les infirmières, les médecins, dans le secteur informatique, et donc et dans la restauration, dans l'hôtellerie, dans le BTP. Alors, Emmanuel le disait, dans la restauration, les salaires ont augmenté, mais il y avait aussi des salaires. On partait de loin. On partait de très loin, puisque il y avait des négociations au niveau des branches où les salaires étaient faibles. Mais évidemment, il y a un problème d'attractivité d'un certain nombre de métiers qui tient pour partie au salaire. Pas que. Ça tient aussi aux conditions de travail, à l'organisation du travail. Et que, effectivement, les infirmières ou les professeurs ont des conditions de travail qui ne les satisfont pas. Et donc, il y a probablement de la réorganisation du travail à penser, mais en priorité, à mon avis, il y a un problème clairement d'attractivité lié pour partie au salaire. Monsieur, nous vous écoutons. Oui, bonjour. Alors moi, je travaille dans la finance. Alors du coup, j'ai deux questions parce que la question de monsieur en appelle une autre. Finalement, sur les salaires, est-ce que c'est pas plutôt les charges qui pèsent sur les salaires qui font que en France, les salaires sont peut-être un peu moins élevés comparés à d'autres pays européens? Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, je vous avoue que je suis un peu perdu parce que finalement, vos perspectives économiques sont assez sombres et on voit les marchés financiers qui finalement se tiennent assez bien. Hier, il me semble que le CAC 40 a pris encore 2%. Comment vous l'expliquez, cette dichotomie? Alors, je sais que vous l'avez un peu abordé, mais voilà, j'avoue que je suis Christian, je suis un peu perdu. Peut-être commencer par le deuxième point, parce que je parlais tout à l'heure d'un décalage entre la micro et la macro. Et vous avez raison, il y a un autre décalage entre la bourse et l'économie réelle. Et alors, j'insiste sur le deuxième point. C'est vrai que les bourses se portent mieux que ce qu'on perçoit, en tout cas, de la macro. Même si j'ai dit tout à l'heure, au niveau des entreprises, souvent, c'est mieux, ça porte mieux que la macro. C'est peut-être, première explication, il y a beaucoup de liquidités dans le système. Et on vit dans un monde où il y a beaucoup de liquidités. Et il y avait un économiste anglais dans les années 1920 qui n'était pas Keynes, pour une fois. Il était un opposant de Keynes qui disait « The money which is nowhere must be somewhere ». Bon, il y a beaucoup de liquidités, donc la monnaie dans le système… C'est pas nouveau. Il y a une partie qui va en bourse. Parce que l'immobilier peut être dangereux, parce que les cryptos passent de 65 000 à 16 000 en quelques semaines. Voilà, donc les actions attirent, les marchés d'actions attirent à la fois pour des raisons positives et pour des raisons négatives. C'est une première explication, c'est-à-dire l'abondance de liquidités qui sous-tend cet écart entre les bourses et l'économie réelle. Il y a un deuxième argument, mais qui est plus hypothétique, qui consisterait à dire que si on prend l'année 2023, il est possible que le premier semestre soit plus compliqué que le deuxième. Parce que les banques centrales vont continuer à monter leur taux d'intérêt au premier semestre
Et puis quand si l'inflation retombe un peu, elles vont se calmer, elles vont peut-être se stopper. Il est possible que ça reparte, qu'on ait un premier semestre compliqué et un deuxième semestre 2023 meilleur. Est-ce que les bourses, je ne veux pas non plus exagérer la capacité d'anticipation des gens en bourse, mais est-ce que les bourses ne sont pas en train d'anticiper ce profil un peu contrasté de l'année 2023? Nous, en tant qu'économistes, où le comptable raisonne sur des données trimestrielles ou annuelles, alors qu'il faut peut-être découper l'année autrement. Sur votre premier point, juste un mot. Votre premier point, c'était… Oui, alors juste un mot, et Nathalie suit ça plus que moi, mais vous avez le salaire direct et vous avez le salaire indirect, les charges. Depuis 30 ou 40 ans, je pense au gouvernement Balladur, qui avait été le premier à l'époque à baisser les charges, et puis la gauche et la droite ont fait la même chose. On a quand même pas mal baissé les charges sociales, en particulier au niveau du SMIC ou proche du SMIC, sur le travail peu qualifié. Donc la question que vous posez, c'est est-ce qu'il reste encore quelque chose à gratter sur les charges sociales? Alors Nathalie, réponse. Non, mais vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire qu'on a un modèle français qui consiste à avoir des salaires moins élevés, on va comparer par exemple avec les États-Unis, nettement moins élevés, parce que la protection sociale, c'est-à-dire à la fois les retraites, le chômage, la santé, etc., sont financées à travers les charges sociales qui sont payées et par les salariés et par les employeurs. Et que, effectivement, ça représente une somme extrêmement conséquente. Et donc, on ne peut pas, malheureusement, avoir le beurre et l'argent du beurre, je n'ose dire la suite, voire la cuisse de la crémière, parce que simplement, si vous êtes aux États-Unis, vous aurez des salaires extrêmement élevés, mais vous devrez vous assurer vous-même contre ces risques sociaux. Et donc, on est pessimiste, vous avez raison, peut-être qu'on devrait l'être moins. J'espère que finalement, le temps nous donnera tort. L'histoire nous donnera tort, mais c'est vrai qu'on est dans un pays où on a quand même des services publics, on a quand même une école gratuite, on a une santé, bon, il pourrait aller mieux, mais effectivement, le prix à payer est là. Et on a peut-être des solutions. Par exemple, les Danois ont une solution. C'est vrai que nous, notre protection sociale est financée à travers les charges sociales. Au Danemark, la protection sociale est financée à travers l'impôt. Mais là, vous voyez bien qu'on revient au point de départ et que dans ce cas-là, il faut qu'on fasse encore une fois des choix sur ce qu'on finance. Mais vous avez parfaitement raison. Alors, il reste 3 questions, on n'en prendra malheureusement pas plus. Monsieur, et je crois qu'Elsa s'était manifesté. Voilà. On vous est très très concis, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Alors, moi, je suis étudiant, merci beaucoup déjà. Et je voulais revenir juste sur la question des salaires. C'est vrai que la question du coup de l'emploi des seniors, ça a l'air hyper important, puisqu'on ne va pas faire travailler tout le monde 2 ans de plus si c'est 2 ans où on est au chômage ou en invalidité. Mais déjà, pourquoi est-ce qu'on a des si mauvais résultats par rapport aux voisins? Et puis ensuite, qu'est-ce que ce seraient les leviers pour améliorer ça? Alors, Nathalie. Alors pourquoi? Alors d'abord, on s'est amélioré, hein, c'est-à-dire on partait encore de plus bas. Donc on a augmenté d'à peu près de 20 points, et donc, mais on est encore de 20 points en dessous nos camarades. Donc on peut progresser. Pourquoi? C'est une très bonne question. Probablement, la raison qui est souvent invoquée, c'est qu'effectivement, les seniors arrivent en fin de carrière avec justement des salaires qui sont relativement coûteux et qu'il semblerait qu'il soit plus efficace de se débarrasser d'un senior et d'embaucher quelqu'un plus jeune parce qu'il est en début de carrière et que le coût salarial est plus faible. Ça peut être une raison. Et le levier, évidemment, c'est la formation tout au long de la vie, parce que malheureusement, plus on vieillit, plus on a une obsolescence de nos connaissances, c'est comme ça, qu'il faut qu'on s'adapte au numérique, qu'il faut qu'on s'adapte à un certain nombre de changements, et que la seule façon de s'adapter, c'est de faire de la formation tout au long de la vie. Et on est assez mauvais, contrairement justement à nos amis du Nord de l'Europe qui font ça très bien, très jeunes. Si par exemple j'avais un amphithéâtre ici, au Danemark, eh bien, j'aurais la moitié des étudiants qui seraient en formation continue et qui seraient des adultes avec une moyenne d'âge de 35 ans ou 40 ans au lieu de 20 ans. Parce que c'est dans les mœurs. Nous, on est très en retard là-dessus. Christian Boissieu. J'ajoute que pendant très longtemps en France, on a encouragé par des mesures fiscales les prêts retraite. Absolument, les départs anticipés. Bon, voilà. Donc, alors, monsieur, une question très rapide et la dernière ensuite. Et oui. Après, on arrête.
Oui, bonsoir, merci beaucoup. Alors, je voulais savoir quelles étaient les perspectives de réaction européenne à l'IRA et de réindustrialisation verte du continent. Et sur la transition écologique, donc, enfin, pardon, sur l'inflation, je comprends que vous prévoyez qu'elle va décroître, mais je voulais savoir si la transition écologique pouvait causer des tensions inflationnistes. Alors, Christian de Boissieu. Sur la transition écologique, c'est le débat sur si on décroît, vers quel niveau on revient, excusez-moi de le dire. Et peut-être qu'on revient à un niveau de 3%, peut-être, parce que c'est très difficile de faire des simulations sur les conséquences de la transition écologique sur le sentier d'inflation à long terme de nos économies. C'est ça votre question, en fait. Mais si on admet qu'il y a beaucoup d'avantages et quelques coûts dans la transition écologique, y compris en termes de prix, ça veut dire qu'on ne retournerait pas vers un niveau d'inflation à 1%, celui qu'on avait avant 2020, mais on reviendrait à un niveau d'inflation. Si on revient à 3, moi, je continue à dormir. Hein. L'important, c'est de ne pas avoir d'inflation cumulative. L'autre volet, et après je me tais… Sur la transition écologique. Non, ça, je viens de répondre. Oui. Sur l'IRA, le système américain. Oui. D'abord, les montants, moi j'avais en tête des montants qui ne sont pas loin de 400 milliards, 380, 370. Donc en termes d'importance, c'est énorme. L'Europe a lancé des plans. Comme vous le savez, il y a eu le plan de 750 milliards d'euros qui nous a donné l'occasion pour la première fois d'émettre des dettes mutualisées entre pays membres européens. Bon, on lance des programmes. Nous, en France, on lance le programme France 2030. Moi, je pense qu'il faut que l'Europe sorte de sa naïveté, ou ce qui lui reste de naïveté, donc qu'on réponde par des mesures de fait un peu protectionnistes. Le problème qu'on a, c'est que tous les scénarios protectionnistes où chacun répond à des mesures protectionnistes par de la protection, ça se termine mal les années 1930. Donc, il faut trouver la manière de ne pas être naïf sans se pousser tous ou ensemble dans une sorte de tombe économique et commerciale qui aurait des inconvénients pour tout le monde. Voilà. Nathalie, sur ce point. Oui, je suis assez d'accord. Hein, et le problème, c'est qu'une fois que vous avez le premier pays qui joue et qui lance ce genre de plan, finalement, c'est le leader. Et derrière, si on prend… L'Allemagne avec ses 200 milliards pour l'entreprise allemande. Bon, et donc, le problème, effectivement, c'est que typiquement des mesures protectionnistes. Et si on répond, on risque de se trouver dans un jeu qui en général, comme l'a dit, perdant pour tout le monde. Dernière question, monsieur, nous vous écoutons. Oui. Bonsoir, donc moi je suis ingénieur dans l'énergie. Merci déjà pour vos échanges, pour la qualité de la discussion. J'ai une question sur que penser pour la santé économique de 2023 par rapport à notre impact sur l'économie en 2020 avec le Covid. C'est la seule année où on a respecté en fait les 5% de baisse des émissions de gaz à effet de serre pour être en accord avec les accords de Paris, avec l'accord de Paris. Donc, que penser de l'évolution de notre santé économique si l'on doit baisser nos émissions de gaz à effet de serre sur les prochaines années? Oui. Vous posez le problème des liens entre croissance et émissions de gaz à effet de serre. Est-ce qu'il peut y avoir un découplage? C'est ça la question que vous posez. Moi, j'ai jamais, à titre personnel, je parlais comme d'habitude, j'engage que moi, jamais été partisan de la décroissance au sens de s'installer durablement dans un contexte de recul de l'activité. Et la raison pour laquelle j'ai jamais été partisan de la décroissance, c'est que je pense que la décroissance ne règle pas les problèmes du chômage structurel. Or, le problème de la France, c'est que c'est un pays, on a 7,3% de chômeurs fin 2022, ça risque d'augmenter, et notre niveau de chômage de plein emploi, même si M. Macron veut viser 5% de chômage à la fin de son deuxième mandat, à 7,3, on n'est pas très loin. On a un problème de chômage structurel très élevé. Donc, il faut arriver, puisque vous êtes dans l'énergie, vous connaissez bien le sujet, il faut arriver à avoir de la croissance et moins de CO2. Et ça passe par 36 mesures, mais je pense à moins de mesures. Je pense qu'il y a encore des potentiels importants d'économie d'énergie. Et deuxième sujet, le débat que vous connaissez bien en tant qu'ingénieur sur comment améliorer ce qu'on appelle l'efficacité énergétique. Améliorer l'efficacité énergétique, et là, le sujet, c'est-à-dire comment augmenter le rapport
si vous voulez, PIB sur consommation d'énergie. Si vous mesurez l'efficacité énergétique comme ce type de rapport, c'est tout le débat sur quelles nouvelles technologies, y compris les technologies de capture et séquestration du CO2, sur lequel, à mon avis, ça coûte cher, il y a peut-être des choses à faire, etc. Mais peut-être que la technologie va nous aider à pouvoir concilier de la croissance et moins de gaz à effet de serre. Donc la décroissance n'est pas la solution, Nathalie Chusseau. Non. Pour moi, en tout cas. Non, mais alors effectivement, la technologie peut jouer un rôle, mais je pense aussi à toutes ces questions de rénovation thermique des logements, etc., où on est très mauvais. Hein, on n'est pas bon du tout. Et donc là, je pense qu'il y a un levier important et qu'on pourrait mettre en œuvre. Et puis, c'est vrai qu'on investit dans des nouvelles technologies. Je pense à l'hydrogène. Enfin, il y a plein de choses qui sont... Et on investit massivement. Mais je crois qu'il y a quand même aussi des changements de comportement, la question des logements et la rénovation thermique des logements qui me paraît important. Et les transports et la mobilité, évidemment, où là encore, voilà, on a des progrès, il y a des choses qui se font. On va enfin voir se terminer le canal Seine-Nord, par exemple. Enfin, je veux dire, il y a des choses qui sont en cours, qui vont arriver, mais vous avez raison. Et la France, d'ailleurs, a été condamnée, hein, comme vous le savez, parce qu'on n'a pas respecté nos propres engagements. Donc là, il y a un vrai chantier. Vous avez raison. Merci beaucoup à tous les deux. On peut vous applaudir pour ces précisions. Christian de Boissieu, Nathalie Chusseau. Merci à vous toutes et tous d'avoir été présents jusqu'au bout. C'est super. Merci beaucoup pour votre attention. Il y aura d'autres débats. Je vous conseille de suivre le programme de Citeco. Maintenant, la soirée continue, bien sûr. Si vous souhaitez continuer à discuter de manière informelle, on peut aller prendre un pot dans le bar éphémère. Et puis sinon, le Citeco vous est ouvert, je crois, jusqu'à 22h. Et notamment, je vous conseille, si ce n'est pas encore fait, d'aller visiter la salle des coffres immergés. C'est au sous-sol, c'est très impressionnant. Il y a des douves, il y a un pont-levis. Enfin voilà, je ne veux pas spoiler la suite de la soirée. Merci et je vous dis à très bientôt.